Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Au nom du comité de l'association Cèdre Réflexion, une association dont le but est de faire dialoguer la science et la spiritualité, je vous accueille nombreux ce soir dans le cadre de notre cycle sur la conscience et la conscience modifiée. Certains d'entre vous sont peut-être venus au mois de novembre pour la première conférence avec Stéphane Schillinger qui nous a parlé des psychédéliques. Nous aurons en mars une conférence sur la médiumnité, en avril sur l'hypnose et ses rapports avec la spiritualité, et nous finirons en mai avec le chamanisme. Mais ce soir, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir parmi nous mon confrère et ami, le docteur Maurice Stoffacher. Maurice est un ami, c'est un rêveur et c'est un psychiatre hors norme. Parce que curieusement, savez-vous, moi je suis aussi psychiatre, mais ce qui m'a frappé dans mes années de pratique, c'est qu'il y a très peu de psychiatres et de psychothérapeutes qui s'intéressent aux rêves, curieusement. Je ne sais pas, est-ce que c'est vintage, est-ce que ça se fait plus? On va demander à Maurice. Parce qu'en fait, le rêve est complètement fascinant. Parce que dans le fond, chacun de nous, chaque nuit, vit dans la conscience modifiée. Et d'où viennent les rêves? Que sont les rêves? Comment l'humanité s'est-elle construite ses rêves, son monde onirique? Alors Maurice, non seulement un cabinet de psychiatre psychothérapeute à Lausanne, mais en plus, il est onirologue. Vous voyez, on aime les spécialistes. Moi, je suis addictologue, lui, il est onirologue. Voilà, c'est cool, hein, on est dans les marges. Hein? Ouais, toi, c'est une addiction, c'est vrai. Le rêve est une addiction, mais tu as une pipe aussi. Je ne t'ai pas permis de la fumer sur ça. Tu n'as pas le droit de la fumer pendant le... Voilà. Donc, comme vous le voyez, on est des psychiatres atypiques parce qu'on aime s'amuser et on prend les choses au sérieux en même temps. Donc, il y a une société suisse d'onirologie médicale et Maurice en est le président. C'est un puits de science, de savoir et de connaissances transversales. Et nous avons préparé cette soirée pour vous. Et il a la parole pendant 3 quarts d'heure. Ensuite, je lui poserai 1 ou 2 questions pour préparer l'échange avec le public qui aura lieu entre 20h15 et 21h. Donc, on a 3 quarts d'heure pour répondre à vos questions, discuter avec vous. Et on se réjouit beaucoup. J'espère que je n'ai rien oublié. Donc, Maurice, à toi la parole. Oui, alors, Jacques, frère Jacques, dormez-vous? Je te remercie beaucoup de m'avoir invité ici. Et, je ne sais pas si ce que je vais vous dire va vous être très utile. Et j'aimerais que ce soit utile. J'aimerais aussi que... vous puissiez... Bon, écoutez, si jamais ce que je dis n'est pas totalement utile, ce que vous pouvez faire, c'est écouter le son de ma voix comme un son significatif qui vous emmène dans vos rêveries et pourquoi pas chacun, parce que chacun, vous pouvez aussi, pendant que vous m'écoutez, voilà, j'ai fait un petit peu d'hypnose dans ma vie, pendant que vous m'écoutez, vous pouvez aussi, et peut-être que ce ne serait pas si mal que cela, pour chacun, vous souvenir d'un rêve, avoir l'image d'un rêve que vous aimez bien, ou peut-être un rêve important, ou peut-être un rêve qui vous a mis peut-être à un moment donné dans une situation un peu désagréable. C'est pas grave, mais juste un rêve. Et vous pourriez donc être ici, dans cette salle, avec nous, avec Jacques, avec moi, mais vous pourriez aussi, pour vous-même, rester en contact avec ce rêve qui est à un endroit de vous-même. Et vous pourriez, le cas échéant, faire un voyage entre ici
Et puis, votre rêve, c'est une suggestion. Là, je présente cette image qu'on a fait en 2015 pour le journal Le Temps, et ça s'appelait « Les pionniers de l'énergie onirique ». Et c'est pour ça que j'ai intitulé ma conférence « L'énergie onirique ». C'est une chose très bizarre, l'onirologie et l'énergie onirique. Et peut-être que, au fur et à mesure de ce que je vais pouvoir dire, on va peut-être comprendre en quoi elle consiste, cette énergie. Et sur ce tableau, bon, c'est un peu le cercle des onirologues, le cercle virtuel des onirologues disparus, parce que là, il y a le professeur Abraham, qui est notre inspirateur, qui est notre prophète, et la composition s'est faite un peu, je ne sais pas si vous vous souvenez du tableau de Raphaël, c'est moi qui l'ai proposé, c'est de la transfiguration. Et bon, voilà, il n'y a pas le Christ tout là-haut avec Élie et les prophètes, mais on est en train de parler de quelque chose ici, de spiritualité qui est, on ne sait pas, ça flotte à un endroit ou à un autre. Mais en même temps, ce que j'aime bien avec le professeur Abraham, c'est qu'il nous interroge. Ben là, il m'interroge moi, et il y a un miroir, et je suis obligé à la fois de le regarder et de me regarder dans le miroir. Et c'est un peu comme cela qu'on est vis-à-vis de nos rêves. Et alors, là, il y a le docteur Goda, qui était notre interniste. Bon, on était un grand groupe, on a commencé il y a 20 ans, et on a fait de nombreux congrès et présentations. On essayait d'intéresser nos confrères médecins aux rêves, et on avait chaque fois beaucoup d'audience, mais quand il s'agissait de former un groupe et de travailler un peu sur ces questions, voilà, on n'arrivait pas à retrouver les personnes qui s'intéressaient juste comme cela. Le docteur Goda avait remarqué que dans sa pratique, d'interroger les patients sur leurs rêves, dès la première séance, dans la consultation générale, c'était un moyen magnifique de savoir beaucoup de choses. Parce que quand on va voir un médecin, on se centre souvent sur sa plainte, sur son symptôme. Et si le médecin dit « Et que disent vos rêves ? Que disent vos rêves de ce qui se passe maintenant ?» Eh bien, on a une quantité de renseignements et on a une quantité de possibilités aussi de voir le contexte dans lequel le symptôme pour lequel on vient consulter, la situation familiale, la situation intérieure, la situation spirituelle aussi, pourquoi pas. Et donc le docteur Goda nous avait beaucoup encouragés en participant à notre groupe et il apportait des choses très intéressantes à ce sujet. Parce que dans ce groupe, la présentation encore, il y a mon ami Nick Miller qui a une position apostolique comme ça, qui nous invite à parler. Il est magnifique dans notre groupe, il est très encourageant. Il me fait penser à Jacques aussi. Et il est très voilà, un peu apostolique comme ça. Et l'autre chose que je voulais souligner avec ce tableau, c'était que dans notre groupe, où on est une vingtaine, j'entends ça circule. Chacun donne son opinion, chacun donne ce qu'il pense du rêve présenté par l'un des confrères qui nous rapporte en quelques mots la situation du patient, qui rapporte le rêve. Et il y a des quantités d'associations. Et ce qu'on avait remarqué, c'était que c'était très énergétique pour les thérapeutes, c'était très énergétique pour nous. J'appréciais beaucoup les commentaires de notre prophète, le professeur Abraham. Voilà, donc
En ce début de XXIe siècle, il serait prudent d'envisager les formes que prendront la psychothérapie et se tourner vers l'avenir. C'est vrai que les soins psychiatriques actuellement, c'est le principal budget de la médecine dans la Confédération. Je crois que c'est 1,7 milliard de francs. Et c'est étonnant de voir qu'avec le nombre avec le nombre des psychologues et des psychiatres qui se multiplient, en même temps aussi le nombre des patients se multiplie. Et avec le professeur Abraham, on avait cette idée que une thérapie, une psychothérapie onirocentrée, voilà, c'était comme ça qu'on l'appelait, donc une thérapie centrée sur les rêves, allait pouvoir amener les patients à aussi se centrer sur eux-mêmes, sur la réponse qu'ils pouvaient avoir à l'intérieur d'eux-mêmes vis-à-vis des rêves qu'ils recevaient, et comment ils pouvaient aussi les faire recirculer dans leur monde nocturne. Et le professeur Abraham aussi disait que il était étonné de la consommation de Temesta, d'anxiolytiques, et il était d'avis, ça m'avait amusé, que d'aller à la messe peut-être éviterait beaucoup de consommation d'anxiolytiques. Alors, justement, pour renforcer cette perspective psychothérapeutique, il faudrait se préparer à prendre en charge le plus grand nombre possible de dimensions existentielles, qui sont d'ailleurs en même temps celles de nos patients et les d'autres, à nous psychothérapeutes, parce qu'on vit dans le même monde, on vieillit ensemble, les problèmes se posent aux uns et aux autres, on vit dans la même société, et moi je suis toujours intéressé de voir la résonance que au moins de ce que mes patients me racontent et se partagent au fond parfois d'expériences, mais parfois aussi le silence qui permet à chacun aussi de pouvoir s'exprimer. Et donc, il ne s'agirait pas de se contenter d'un travail d'historien et d'exégète, de textes fondateurs, parce qu'il y a toute la psychanalyse, il y a plein de choses où on peut lire. J'ai ma bibliothèque qui est remplie de textes fondateurs. Il faudrait devenir, en quelque sorte, prophète. Bon, c'est ce que j'aime bien chez Jacques, c'est qu'il, parfois, quand il parle comme un prophète. Et ce que j'aimais bien aussi chez le professeur Abraham, j'aurais voulu qu'il soit là, parce qu'on a fait plusieurs congrès ensemble, parce qu'il avait aussi cette capacité, un peu, d'être un prophète. Bon, on pourra parler de ce que serait un prophète des temps modernes. Voilà, les sujets que je vais aborder, on n'aura certainement pas le temps de tous les aborder, mais ça fait rien, on peut les lister. C'est donc l'onirologie, quelques remarques. Aussi, un sujet qui m'intéresse, c'est savoir comment le rêve, les rêves, parce que chacun rêve, le rêve c'est l'affaire de chacun, bon, c'est aussi l'affaire de tous, bon, parfois c'est aussi l'affaire d'initiés, on pourra aussi en parler, mais comment les rêves nous viennent à nous, comment à travers les âges, à travers la création, à partir du jour et de la nuit, eh ben, ces rêves nous parviennent et comment ça a été organisé à l'intérieur de nous-mêmes pour que nous recevions, en quelque sorte, ou nous fabriquions des rêves suivant la façon dont on envisage les choses. La deuxième chose, comment le rêve a façonné le destin humain. Alors ça, c'est aussi très intéressant parce que si on regarde l'anthropologie, si on regarde les religions, on voit à quel point l'expérience du rêve a influencé, a donné de l'énergie, a donné des messages. Cette expérience mise par écrit a inspiré, au fond, finalement, tant de philosophes, tant de poètes aussi, tant d'écrivains qui puisent dans leurs rêves leur inspiration, et aussi comment le rêve
les rêves ont donné lieu à des expériences religieuses. Alors, on pourra aussi évoquer l'inconscient et la psychanalyse, c'est-à-dire ce moment où le rêve est redevenu un sujet sérieux au XIXe siècle, alors qu'il était banni du monde scientifique auparavant. C'est par l'intermédiaire de l'inconscient, un inconscient chez Freud, chez Jung, qui remplace peut-être, parfois on a un peu le sentiment qu'il remplace l'idée de Dieu, mais qui inspire, qui nous interroge, qui nous interpelle, avec lequel il faut travailler. On pourra en parler. On pourra aussi, alors, parler des rêves dans la Bible, il y en a beaucoup. Là, je suis un petit peu... je ne sais pas si je suis très légitime pour en parler. Il y a peut-être des théologiens dans la salle qui en parleraient certainement beaucoup mieux que moi. On fera allusion aussi à cela. Et puis, on pourrait aborder l'onirisme, la spiritualité comme elle se présente aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de mouvements qui font appel aux rêves lucides, aux voyages astraux. Peut-être on pourrait aussi évoquer ces quelques mots. Bon, voilà un programme un peu trop mégalomane. On verra un peu qu'est-ce qu'on pourra en dire. Alors, si je situe l'onirologie, l'onirologie, là j'ai pris le tableau d'Okuzai, la représentation d'Okuzai, qui est un peintre du XVIIIe siècle au Japon. Et j'aime beaucoup ces tableaux avec le Fujiyama derrière. Et là, on voit un pont. Si vous voulez, l'onirologie, c'est un pont entre la veille et le sommeil. Et si on regarde les différents personnages de ce tableau, c'est intéressant parce que, au fond, la plupart de ces protagonistes ne regardent pas ce paysage extraordinaire avec la montagne derrière. Une montagne qui pourrait être la montagne de l'âme, ou ça pourrait être le soi, ça pourrait être le sujet de l'inconscient, ça peut être beaucoup de choses. Alors, quels sont les protagonistes ? Le seul qui regarde, c'est le colporteur, qui a son ombrelle, qui a son sac, avec un emblème qui pourrait ressembler à l'emblème taoïste du yin et du yang. Alors, c'est lui qui est intéressé. À côté, il y a un moine avec son bâton, et lui, il est concentré sur... C'est un moine bouddhiste. Il est concentré sur ce temple, ce petit temple en ruine qui est consacré, semble-t-il, au roi de la sagesse. Au Japon, il y avait un roi qui s'était converti au bouddhisme qu'on appelle le roi de la sagesse. Et sur le pont passent des pèlerins, une femme, une mère avec son enfant qui porte un panier, un paysan, avec des crécelles. Et ce que je trouve impressionnant chez Okuzai, c'est qu'une dimension spirituelle, une dimension onirique, coexiste avec la vie de tous les jours. Bon, il ne faut pas oublier le pêcheur qui prend son poisson dans cette rivière, et c'est vrai que l'espace entre le sommeil et le rêve, et la veille, comme on le verra, c'est les états hypnagogiques, et ils sont très poissonneux, ils sont psychédéliques, on pourrait les qualifier d'ainsi, parce que c'est ces moments où le courant de l'éveil et le courant du sommeil se retrouvent, et c'est quand deux courants se rencontrent, c'est très créatif. Et c'est cet état hypnagogique que recherchaient beaucoup de Goethe, Kafka, beaucoup d'écrivains, son côté Borges, pour trouver de l'inspiration dans leurs œuvres. Alors évidemment, tout endormissement implique
quand on s'endort, quand on va se coucher, ça implique qu'on s'isole, qu'on entre dans son propre monde. C'est un moment on fait ça tous les jours, mais à mon avis, c'est un moment extrêmement important et un temps sacré au sens premier du terme, parce qu'en latin, le mot sacré vient soit de réel, soit de sacire, je crois, quelque chose comme ça, qui veut dire s'isoler, qui implique l'isolement, qui implique une enceinte sacrée. Au fond, chaque fois qu'on va dormir, mais peut-être aussi que quand on entre en hypnose dans le cabinet du médecin, on entre dans son propre monde, on s'isole. Et moi, j'aime beaucoup cette image de ce garçon qui joue de la flûte le soir. On voit la nuit qui vient, et qui est comme ça dans la contemplation de quelque chose, qui est cette montagne. Alors, la vague de Kusaï, évidemment, à peu près tout le monde a fait des rêves de vagues, dans ces rêves d'eau qui montent, d'engloutissement. Mais ce n'est pas seulement ce sujet de rêve qui serait l'engloutissement ou la peur d'être englouti, c'est la nature. Enfin, quand on est dans un rêve, on est immergé dans ce rêve. C'est Aristote disait, le philosophe disait que être dans un rêve, c'est être dans l'expérience, dans quelque chose d'empirique. Et d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que quand on est dans un rêve, et quand on est immergé dans un rêve, on ne doute absolument pas de la réalité de ce qu'on vit. À moins qu'on commence à faire des rêves lucides. Mais quand on est immergé dans le rêve, peut-être qu'on est encore davantage immergé que dans la vie de tous les jours. Parce qu'il m'arrive de temps en temps, quand je suis réveillé, de me dire, est-ce que je rêve? Est-ce que c'est vraiment ça la réalité? Est-ce que c'est vraiment comme ça? Surtout quand il y a quelque chose qui se passe qui est inhabituel. Tandis que le rêveur en nous croit à ce qu'il est en train de vivre, le vit comme une réalité. Alors, une autre caractéristique du rêve, c'est que, comme c'est une expérience banale, c'est une expérience qu'on fait tous les jours, c'est une expérience aussi qui n'obéit... il y a des tas de gens qui aimeraient faire des théories, qui aimeraient systématiser le rêve. Et déjà, Aristote, dans ses écrits, disait que le rêve n'obéit à aucun système, à aucune systématisation. Et donc, ça, il faut bien le dire, le rêve, il n'y a pas de système psychologique ou de psychiatrique. Il y a beaucoup d'imagination à propos du rêve, mais tous les systèmes qu'on peut faire à propos du rêve, on voit que ça marche en partie, mais jamais entièrement. Donc on ne peut pas faire de système pour expliquer véritablement ce que c'est le rêve. Et puis, dans la neurophysiologie, également, ce qu'on s'aperçoit, c'est que personne ne sait exactement ce que c'est un rêve. Une neuropsychiatre française disait « On ne sait même pas quand un rêve commence, ni quand un rêve se termine ». C'est un petit peu comme la conscience, il n'y a personne qui sait ce que c'est, qui peut le définir. La seule chose qu'on sait, c'est, à propos de la conscience, c'est que quelque chose se passe. Si on veut être conscient, c'est simplement qu'on voit bien, si vous êtes conscient là, comme moi j'essaye de l'être aussi, vous remarquez qu'il y a quelque chose qui se passe, et que quelque chose se passe à propos de quelque chose qui se passe. Quelque chose se passe en nous à propos de quelque chose qui se passe. C'est un peu la même chose pour le rêve. Alors, ce que j'aime bien dans cette vue, c'est que, voilà, il y a un écrivain, peut-être un scientifique, peut-être un poète, alors qu'il y a un grand vent qui parcourt la Seine, et puis que tout le monde les pèlerins essayent de tenir leur chapeau, et voilà, il a écrit des choses, et voilà que tout ce qu'il a écrit
s'envole. Ce qui peut être bien pour un poète d'avoir l'envol. Vous voyez, ces feuilles qui volent, qui deviennent des oiseaux, qui viennent des feuilles. Le chapeau s'est envolé. Et je trouve que c'est un magnifique destin du rêve, que toutes nos théories s'envolent au vent. Alors, cette vue du Fujiyama me fait penser que, évoquer là, le fait que pourquoi est-ce qu'on tombe malade souvent? Pourquoi est-ce qu'on a des symptômes? C'est en rapport avec des émotions. Chaque fois qu'une émotion, une sensation, une émotion prend trop de place, est durable, se développe sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois, quand on est pris dans certaines émotions, eh bien, on peut développer des maladies. Et là, on voit que c'est en réalité, Hokusai voulait montrer un orage au Fujiyama, et on voit qu'il est tout rouge. Il y a quelque chose qui se passe. Bon, moi, j'aurais presque envie de dire qu'il y a comme une émotion de cette montagne, une émotion du soi. Il y a quelque chose qui nous emporte. Et le rêve, on peut dire que c'est le sismographe de ce monde émotionnel. Ça nous signale, c'est un signal qui nous montre que quelque chose est en train de se passer à l'intérieur de nous. Et quand nos rêves deviennent agités, c'est que quelque chose, une émotion, est en train de nous habiter et nous signale que cette émotion est en train de nous habiter. Alors voilà, donc nous considérons le rêve comme un dynamogramme de nos émotions, de nos impulsions, de nos sensations. Voilà, il faut peut-être citer la première phrase de Kafka, La Métamorphose, où Kafka raconte que un matin, le jeune Samsa, après une nuit agitée, constata avec stupeur qu'il était devenu une vermine. Et donc, une émotion, quelque chose qu'on ne sait pas très bien, peut-être un rêve qui a raté, peut nous amener à des moments d'être sous l'influence d'un rêve et d'être paralysé. D'ailleurs, on peut se poser la question, à quel moment est-ce que l'on tombe malade? Est-ce que c'est plutôt quand on est réveillé ou plutôt quand on est endormi? Alors, je voulais peut-être vous parler, là j'ai demandé à ChatGPT de faire des images de rêve à propos du rêve d'une patiente qui vient du Japon et qui me racontait ce rêve. Cette patiente avait été un peu déboussolée dans son monde avec un divorce difficile, un sentiment d'avoir été exploitée par sa famille et par son mari, mais aussi très troublée au point de consommer trop d'alcool et d'être aussi troublée dans sa vie affective. Et donc, elle me raconte ce rêve. Donc, je suis chez moi et des joueurs de cartes font irruption et se mettent à jouer. Je vous raconte le rêve. Maurice, il faut bien dire que c'est ChatGPT qui fait l'image du rêve quand on lui raconte l'histoire. Hein. Oui, voilà. Donc ça, c'est le rôle de l'intelligence artificielle chez les onirologues contemporains. Oui. C'est d'ailleurs très amusant quand on raconte un rêve à ChatGPT et qu'on lui demande de faire une histoire. Il y a des surprises. Et il y a aussi toute une censure. On peut pas tout lui demander. J'ai demandé plusieurs rêves. Si je voulais qu'il y ait un patient rêvait qu'il avait un pistolet sur la table, il n'a pas voulu me montrer le pistolet parce qu'il a dit on ne montre pas d'armes. Il y avait une petite fille qui était dans le récit qui était désespérée. Le ChatGPT a dit non, on ne montre pas d'enfants dans le désespoir. Et comme vous le verrez aussi, je vais vous le montrer tout à l'heure.
ça rappelle la censure du rêve de Freud. Alors ces joueurs, là, vous voyez, ils se mettent à s'agiter, à fumer, à boire, comme ça que la patiente me raconte. Et l'ambiance devient tendue. Il y a des rivalités, il y a des mécontentements. Le rêve a l'air de tourner mal. Et alors, là, la patiente me raconte qu'elle, dans un coin, elle avait eu des relations sexuelles avec son ami dans le rêve. Alors j'ai proposé à ChatGPT de mettre cela en image. Et puis, vous voyez, quand même, peut-être, ChatGPT a fait une scène encore plus érotique que ce qui aurait pu être en montrant simplement la réalité des choses. Je trouve que c'est très suggestif ce qui se passe ici. Et en même temps que ça se passait comme ça dans le rêve, quelque chose d'analogue dans le rêve de ma patiente, eh ben, elle me raconte qu'une femme se dresse et la regarde. Voilà, je pense que c'est elle, la patiente. Et alors, dans son rêve, il y a un ange qui apparaît et qui lui dit... Alors c'est intéressant, quand dans le rêve, il y a un personnage, une entité qui apparaît et qui donne un ordre. Et là, l'ange apparaît et lui dit « Sors ». Et dans les rêves de la Bible, il y a aussi des moments, des ordres. Saint Pierre qui est en train de pourrir dans la prison quelque part, je crois, à Jérusalem, ça c'est les théologiens qui me diront, Saint Pierre à la visite, pendant qu'il est en train de dormir, la visite d'un ange qui lui dit « Sors ». Et aussi, ce qui est très curieux, c'est que les portes s'ouvrent, finalement, et qu'il se retrouve dehors. Voilà, j'aime bien cette histoire de l'ordre donné dans le rêve. « Sors ». Et alors, donc elle sort, elle se retrouve dans un magasin traditionnel, que ChatGPT représente de cette façon, je trouve pas mal. Et elle me raconte qu'elle aperçoit au loin, dans ce magasin, son ange. Et alors, dans la rue, elle accompagne l'ange et puis elle lui demande de l'emmener avec lui. Elle aimerait rester avec son ange. Mais l'ange lui répond, dans le rêve, que ce n'est pas le moment, que ce sera plus tard. Et la patiente me raconte ce rêve, et que je trouve très important, dans le traitement. Mais je ne vais peut-être pas continuer sur cette patiente. Alors, comment les rêves viennent à l'homme? Si on veut dire quelques mots de la biologie du rêve, de toute façon, il y a quelque chose qui nous échappe, comme on l'a vu, et qui nous fascine, et qu'on pourrait appeler la montagne de l'âme. Ça, c'est l'écrivain Gao Xingyan, qui a fait un roman que j'aime beaucoup, qui s'appelle La montagne de l'âme. Mais aussi, on peut citer Ovide à propos des images qu'on se fait, et qui disait, alors je traduis, « Crois-moi, il y en a plus dans l'image que ce que l'on peut voir. » Et dans les rêves, je pense que c'est une chose importante, c'est qu'il y a effectivement plus que ce que l'image peut démontrer. Vous l'avez vu dans le rêve précédent également. Alors, bien entendu, toute biologie du rêve, toute histoire du rêve doit commencer par cette chose formidable. Bon, cette alternance des jours et des nuits sur notre planète. C'est comme ça que
grâce à ce dispositif. C'est comme ça que c'est pour faire face à cette entité, cette réalité. Parce que finalement, je trouve souvent que ce qu'il y a de plus spirituel, c'est ce qui est réel. C'est cette réalité auquel la vie sur Terre a fait face. Et avec la lune qui luit, belle nuit, la lune qui luit. C'est vrai que la lune aussi, c'est tellement important dans toute cette histoire. Et vraisemblablement, elle a aussi eu des effets physiologiques d'adaptation. Elle a permis l'invention de quelque chose qu'on pourrait appeler, c'est une invention des algues bleues. Là, c'est pas une algue bleue, mais j'ai trouvé que cette algue, comme elle était bleue, elle faisait bien dans le décor. Et au fond, c'est les algues bleues qui ont inventé l'horloge biologique, qui est l'ancêtre du rêve, en fait, qui est l'ancêtre de la pensée, qui est l'ancêtre de ce qui nous occupe, puisque, finalement, ces algues réactives, elles avaient leurs enzymes qui s'activaient après, une fois que le soleil était au zénith, elles commençaient à pouvoir activer leur production de protéines, de sucre. Elles étaient donc en retard vis-à-vis du soleil. Et puis, à un moment donné, il y a des algues qui sont prédictives, des prophètes en quelque sorte, qui au milieu de la nuit activaient leurs enzymes, pour être prêtes au moment du lever du jour. C'est un peu le rêve, ça sert un peu aussi à ça, c'est être prêt au réveil, d'ayant quelque chose à l'intérieur de nous qui se passe. Et donc c'est vrai, moi je suis étonné que des unicellulaires aient déjà trouvé quelque chose qui pouvait prévoir le jour, qui est tourné vers les lendemains. Et il y a quelque chose du rêve qui est tourné vers l'avenir, tourné vers les lendemains, qui est brouillon des lendemains. Alors une autre étape, c'est les poissons, les carpes. Si vous vous promenez au bord d'un étang en été, on voit les poissons, on voit ces grosses carpes qui sont à la surface et qui filtrent l'eau avec, semble-t-il, un grand plaisir. À travers leurs branchies, ils restent immobiles. Et en fait, ces carpes, elles sont en train de dormir. Le sommeil lent, le sommeil qu'on dit réparateur, le plus réparateur, eh bien, il vient de cette période. Il s'est été inventé peut-être par les carpes, la sieste à midi, dans lequel les poissons, parce que les poissons ne peuvent pas régler leur température, donc il y a une chaleur de la part du soleil, leurs enzymes se réparent. Les parois des cellules peuvent être réparées parce que notre activité produit des radicaux libres qui peuvent attaquer ces membranes. Alors les périodes de sommeil, les périodes de sieste, ça permet, pendant ce temps-là, de sommeil lent, de réparer notre corps. Chaque cellule fait son service intérieur pour ceux qui ont fait le service militaire. Mais et tout ça, c'est les poissons pendant la nuit. Évidemment, ils sont au repos, mais on peut les attraper on peut pas les attraper facilement. Ils bougent très rapidement. Tandis qu'on a remarqué que pendant la sieste, quand ils sont dans cette période de sommeil, c'est ce qui signale l'existence du sommeil. Les poissons, on peut les attraper facilement à la main, parce qu'ils ont un temps de réaction qui est beaucoup plus lent. Alors ensuite, c'est toujours une invitation. Vous remarquez qu'à chaque étape, il y a une liberté par rapport au jour et à la nuit, une liberté aussi de réparation. Et le sommeil paradoxal, le moment privilégié pour des images de rêve, même si on ne sait pas quand un rêve commence et quand il se termine, ce sont les insectivores du temps des dinosaures qui ont fait cette découverte.
C'est-à-dire que vous voyez, si vous êtes un insectivore et qu'il y a des méchants dinosaures autour de vous, et vous habitez dans un terrier, pour aller pour vous nourrir, il faut sortir, évidemment, vous allez passer le moins de temps possible à l'extérieur. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans le terrier? Il fait nuit. Bon, on a dans ces bas jours la nourriture qu'on a accumulée, qu'on essaie de digérer. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Le sommeil paradoxal, le rêve, c'est pour les insectivores, c'est un peu la télévision. Ils peuvent regarder, ça c'était une hypothèse de M. Ravenswood, qui était un neurophysiologiste, qui disait que dans le rêve, beaucoup d'animaux, peut-être nous aussi, disons qu'on fait une simulation des situations de danger. On essaye de courir, si on est poursuivi, on essaie d'échapper au danger. C'est tout un exercice. Et toute notre vie instinctuelle aussi est réveillée déjà du temps des dinosaures, chez ces insectivores. Tout notre côté instinctif est en fait mis en scène dans les rêves. Et en particulier aussi, c'est vrai que si on est rentré au terrier, qu'on est terrorisé par les méchants dinosaures, peut-être qu'on n'a pas très envie de se reproduire. Et donc, le sommeil paradoxal a inventé une chose aussi, chez les insectivores et chez les êtres humains, c'est l'excitation sexuelle pour que ces insectivores, pour que nous aussi, on puisse se multiplier malgré toutes les angoisses de notre existence. Alors voilà une illustration de cela. C'est peut-être un rêve, c'est peut-être l'image d'un rêve qui est dans la grotte de Lascaux, qu'on appelle l'image du puits. Et c'est peut-être un récit du rêve au temps de la préhistoire. Pourquoi ce serait un rêve? En quoi ce serait un rêve? Bon, tout le monde n'est pas absolument d'accord avec cette chose-là, mais vous voyez, ce bison qui est en train de charger, il a reçu une lance dans le ventre, et puis la personne qu'il est censé bousculer ici, très curieusement, est en érection. On pourrait aussi dire que c'est son étui pénien, mais l'idée du rêve est renforcée par cette chose étrange, un peu chamanique, d'un oiseau, parce qu'on vole dans les rêves. Et c'est comme si le peintre de cette scène avait voulu nous dire « Je vais vous montrer ce que c'est un rêve. J'étais un chasseur, il m'est arrivé un accident de chasse, et je remarque, je veux vous dire comment cet accident de chasse, je le revis dans mes rêves. Et comment j'arrive peut-être à en faire une affaire sacrée, à pouvoir m'envoler peut-être devant le danger. Et peut-être que c'est comme ça, comme un message. Vous savez, on envoie des messages dans le cosmos pour dire que c'est un être humain à des gens qui ne comprennent pas notre langage. On ne peut pas leur dire un être humain, ça vit comme ci ou comme ça. Alors on envoie des images. Alors ça me plaît de penser que peut-être la personne qui a peint la scène du puits nous a dit « Voici ce que je pense que c'est qu'un rêve ». Et ça nous vient de 20 000 ans en arrière. Alors, si on reprend cette image, 3 organes sont particulièrement actifs dans le rêve. C'est les yeux qui font un balayage, qu'on appelle le REM, Rapid Eye Movement, et qu'on peut constater chez les personnes qui sont en phase de sommeil paradoxal. Et puis, vous avez, évidemment, le cerveau qui est activé, et également, qui est aussi actif que dans la veille. Et puis, comme j'ai dit, la sexualité est aussi éveillée chez les jeunes gens. Ça donne lieu à des lits mouillés.
pour les personnes de sexe masculin et les personnes de sexe féminin. Alors là, juste pour montrer comment on peut dessiner, c'est un hypnogramme où on voit toutes les phases de sommeil, parce qu'on ne devrait pas parler du sommeil au singulier, on devrait parler du sommeil au pluriel, parce qu'on a de nombreux stades, donc 4 stades de sommeil. Et là, vous avez donc les phases, on a 4 ou 5 phases de sommeil par nuit. Et là, vous avez, attendez, il est où ce pointeur? Ah voilà. Ici, la descente progressivement d'un sommeil de plus en plus long, avec une forme de dépression du système nerveux central. Et puis, ensuite, on remonte. Et puis, ça dure un certain temps. Et là, vous avez peut-être une première phase de sommeil paradoxal, une deuxième phase ici, une troisième phase, une quatrième phase, une cinquième. Et vous voyez qu'à la fin de la nuit, le sommeil paradoxal et les phases de sommeil sont les plus longues. C'est là qu'on a les rêves les plus importants. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est pour ça que je vous ai montré là des images de l'univers, c'est chaque fois que vous avez une entrée du sommeil paradoxal, c'est comme un coup de fusil, c'est comme une création, c'est comme une énergie qui monte. D'ailleurs, pendant le sommeil lent, on accumule du glycogène dans chacun de nos cellules. On se dit, chouette, on est en train d'accumuler de l'énergie, mais toute cette énergie, c'est un peu comme la fable de la cigale et la fourmi, c'est utilisé chaque fois pour un univers onirique qui dure pas très longtemps, mais peut-être un quart d'heure à la fin, dans lequel tout notre univers de représentation est mis en mouvement par cette excitation qui vient de l'intérieur de notre tronc cérébral. C'est presque comme une lanterne magique. Alors, c'est aussi une des découvertes de ces dernières années, c'est que on peut être réveillé en tant qu'esprit et qu'on peut aussi être réveillé en tant que corps. Et que ces deux éveils ne vont pas nécessairement ensemble. Oui, d'habitude, effectivement, il y a... voilà, c'est ici, vous voyez, il y a une corrélation entre l'éveil en tant qu'esprit, en tant que personne, et il y a une corrélation avec l'éveil en tant que corps. Mais on voit bien, par exemple, dans des pathologies comme le somnambulisme, qu'on est éveillé en tant que corps, mais pas en tant qu'esprit. Si la personne, on voit bien qu'elle dort, elle ne peut pas répondre véritablement, ou elle répond très peu, ou elle vit quelque chose de tout à fait différent de la situation réelle. Alors, moi, j'ai aussi assisté à des séances, à des moments d'épilepsie temporale où quelqu'un est en train de chercher quelque chose dans son sac, une femme est en train de chercher quelque chose dans son sac, et elle le fait ça pendant 5-10 minutes, puis tout à coup, elle se réveille. Elle réveille en tant qu'esprit. Mais pendant qu'elle cherchait quelque chose dans son sac, elle était endormie en tant qu'esprit. Et donc, cette dissociation est une des choses intéressantes dans notre vécu. Si vous voulez, on suit un chemin de la veille. Quand on va s'endormir, on va vers la somnolence, ensuite vers l'hypnagogie, c'est ces phénomènes hypnagogiques dont je peux peut-être vous parler. Et puis, voilà, le sommeil lent. Et puis, alors, il y a, à l'inverse du somnambulisme, il y a quelque chose de tout à fait particulier, qui est le sommeil rapide, le sommeil paradoxal, où on est endormi en tant que corps. La personne qui est dans ce sommeil paradoxal a un tonus musculaire extrêmement bas. On se dit, tiens, elle dort profondément, mais en même temps, ses yeux s'agitent, et en même temps, elle vit des choses intérieures tout à fait particulières. Donc, on peut être
réveillé en tant qu'esprit alors qu'on est endormi en tant que corps. Et dans les rêves lucides, quand on arrive du côté de la lucidité, quand on peut davantage se souvenir des rêves, voilà le réveil qui nous renvoie à la veille, eh bien, on récupère, on passe d'un moment où on est éveillé en tant qu'esprit et il faut se réveiller en tant que corps. Et alors, là, il y a un moment des fois difficile ou alors intéressant. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais ça arrive à beaucoup de personnes. C'est que quand je me réveille le matin, si je prends le temps, et tout à coup, je me sens paralysé. J'ai l'impression que je ne peux pas bouger, alors que mon esprit est en éveil. Alors, certaines personnes le ressentent comme étant de façon très angoissante, mais il ne faut pas être angoissé par cela, parce que l'éveil corporel vient après. Et si vous êtes angoissé par cela, il vous suffit de vous dire quelle est la plus petite partie de mon corps que je peux bouger. Et il suffit de lever un petit doigt, puis on s'aperçoit qu'on peut lever un doigt, puis qu'on peut lever 2 doigts, pour qu'on lève la main, et qu'on peut retrouver la veille. Maurice, il est 8h moins 5. Tu m'avais dit de te signaler un peu le timing. Voilà. Et moi, je pense que ça intéresserait notre public que tu nous dises 1 ou 2 choses sur le rêve et la religion. Là, j'ai vu 1 ou 2 slides à l'avance qui sont pas si mal que ça. Ah d'accord, oui. Tu peux un petit peu avancer, tu vois, sur le plan timing, tu vois le truc. Parce que là, les neurosciences, ils verront avec moi une autre fois. C'est vrai? Ben non, moi, j'aimerais qu'ils puissent parler un peu des aspects anthropologiques. Alors voilà, on y est là. Comment le rêve a façonné le destin humain, le passage à une écologie de l'esprit, c'est ça que mais tout ça, oui, c'est oui, tellement bien. Ben oui. Il y a un phénomène intéressant, c'est que seul le rêveur peut voir le rêve. Le rêve que vous avez à l'intérieur de vous, que vous avez mémorisé quelque part, dont vous avez l'image actuellement, il y a seul vous-même, vous pouvez le voir. Vous l'avez vu, vous pouvez le voir, et vous pouvez ensuite le raconter. Bon, vous pouvez le raconter à qui vous voulez. Vous ne le raconterez pas nécessairement la même chose à votre psychiatre, la même chose à votre conjoint. Ce n'est peut-être pas les mêmes rêves qu'on raconte. Il faut savoir que les rêves, on les adresse à des personnes différentes et que des fois, on a un stock de rêves. Et on raconte à l'un un rêve, on raconte à l'autre un rêve. Le rêve qu'on raconte au prêtre n'est pas nécessairement celui qu'on raconte à sa maîtresse. Alors, il y a une des choses intéressantes parce que le rêve, comme expérience, il ne parle pas. Le rêve ne parle pas. Alors, si on peut en faire part, eh bien, il va falloir faire rêver la parole. Comme le rêve ne parle pas, on va faire rêver la parole quand on le raconte. Et ça, c'est un des exercices qui est intéressant, c'est le moment où on met un rêve, des impressions dans des mots. Et c'est là on apprend aussi à communiquer. Et cette mise en mots de nos rêves, eh ben voilà, c'est ce qui permet de créer des textes religieux, des textes poétiques, des textes. Ces gens nous racontent des choses qu'ils ont rêvées et qui ont une grande influence sur l'histoire, sur la civilisation, et ils sont peut-être qui donnent lieu à la porte de l'enchantement quand on entend un poète qui nous raconte quelque chose. Je ne suis pas malheureusement un poète pour vous faire rêver véritablement des rêves. Alors, j'ai choisi dans l'anthropologie du rêve les Égyptiens parce que je trouvais qu'ils étaient relativement peu abordés. Et il y a un livre magnifique que je vous recommande qui s'appelle Behind Closed Eyes, derrière les yeux fermés. C'est un anthropologue qui a beaucoup étudié l'Égypte ancienne, qui connaît les différentes écritures et qui nous parle du quotidien des Égyptiens à travers les siècles. Et alors, la chose qu'il remarque, la première expérience, c'est que 3000 ans avant Jésus-Christ, les Égyptiens
il pensait les choses très simplement. Ce n'était pas en termes de spiritualité comme nous. Ce qu'il se disait, c'est que voilà, le soleil se couche, il passe de l'autre côté de l'horizon, il passe dans l'autre monde et il réapparaît le matin. Donc il fait tout un voyage et ce voyage dans l'autre monde, eh bien, il y a plein de dangers. Alors vous voyez, il doit combattre un serpent. Les deux mondes sont représentés. Alors il y a aussi l'autre monde, c'est aussi, tout de suite ils ont pensé que c'était le monde des morts. Et c'est là qu'on peut rencontrer, on peut avoir une communication avec les morts, parce qu'il suffit de s'endormir. Le soleil lui passe de l'autre côté, et nous, quand on dort, eh ben, on a une image de l'autre monde. Alors c'était la première interprétation, c'est que si je m'endors, le sommeil, le rêve est une place publique, un lieu de rencontre dans lequel on rencontre les morts. Et d'ailleurs, dans les tombeaux, voilà, ce que j'ai appris, c'était qu'on a par exemple un monsieur qui s'adresse à son père. Il met dans le tombeau une petite phrase, un petit mot, disant « Notre serviteur m'apparaît toujours en rêve avec un regard accusateur. Dis, alors il parle à son père, dis à notre serviteur qui est mort que j'y suis pour rien dans son décès. » Alors on a des phrases comme cela. Le rêve, c'est vrai que c'est une place publique. C'est l'autre monde. Et bon, on a aussi des interventions du style d'un homme qui dit à sa femme qui est décédée « Combat dans l'autre monde pour ma gloire ou pour ma réputation. Soutiens-moi depuis l'autre monde pour soutenir ma réputation. » Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais il demande qu'on le soutienne. Alors ensuite, les Égyptiens, dans ce que j'ai compris, ils se sont dit, mais si nous pouvons, nous, voir dans l'autre monde, les gens de l'autre monde, ce monde commençait à se peupler de Dieu, il n'y en avait pas tellement d'entités un peu effrayantes, ils se sont dit, mais ces entités, elles peuvent nous regarder, nous. Alors là, ils n'étaient plus du tout d'accord, et la médecine, pendant 500 ans, a inventé des produits pour ne pas rêver. Et puis, dans le Nouvel Empire, dans le livre des rêves de Ramsès II, donc on est à 1500 ans avant, oui, quelque chose comme ça, avant Jésus-Christ, eh bien, la société égyptienne a évolué vers une société complexe, aussi complexe que la nôtre. Et donc, alors, le livre des rêves de Ramsès II est un livre qui est intéressant parce qu'il est plein d'esprit. C'est entre gens cultivés. C'était presque un jeu de raconter les rêves. Et l'idée, c'était, voilà, je peux vous donner un exemple. Si la structure du livre des rêves de Ramsès, chaque rêve raconté, c'est si quelqu'un se voit en rêve faisant telle et telle chose, c'est bon ou c'est mauvais. C'était presque comme on le fait en médecine, et qui donnait la raison pour laquelle c'était bon ou c'était mauvais. Alors, par exemple, il y a des choses assez drôles. Si quelqu'un, par exemple, dans le livre de Ramsès, si quelqu'un se voit en rêve regardant sa femme au bras d'un autre homme, qu'est-ce que c'est? C'est bon ou c'est mauvais? Pardon? Ah ben, ça dépend. Parce que, alors, dans le livre de Ramsès II, c'est marqué, c'est bon parce que ça signifie, pardonnez-moi, la fin de ses ennuis. Il y a plein de choses qui sont spirituelles comme cela. Bon, ça va aussi à l'encontre de, par exemple, la psychanalyse, puisque
si quelqu'un se voit en rêve faisant l'amour avec sa mère, alors c'est bon, et ça veut dire ses compatriotes le suivront. Donc quand vous avez Jules César qui se demande devant le Rubicon s'il va passer le Rubicon, ça c'est dans l'histoire, il raconte aux énirologues qu'il a couché avec sa mère, et les onérologues lui disent « C'est bien, vas-y, tes compatriotes te suivront. » C'était un bon signe. Et c'est comme ça que Jules César, c'est une des raisons pour lesquelles il a passé le Rubicon, avec toute l'histoire que vous connaissez par la suite. Alors, il y a des tas de choses comme ça dans le livre des rêves, mais ce qui est intéressant, c'est que ça devient un jeu social. Il y a des jeux de mots, il y a des jeux de mots qu'on ne comprend pas non plus, mais qui ont été repris ensuite dans le monde antique pour donner, alors peut-être souvent avec une mauvaise compréhension, puisqu'ils ne connaissaient pas le démotique, ils ne connaissaient pas les hiéroglyphes, ils ne connaissaient pas, c'était 1000 ans après, et qu'est-ce qui reste des jeux de mots 1000 ans après? Eh bien, ça donnait la base des livres des rêves, par exemple d'Artémidore, et des clés des songes, dont des exemples encore aujourd'hui. Oui, on ne va pas parler des néoplatoniciens, on va juste parler de l'Antiquité, donc les phénomènes d'incubation, c'est-à-dire que l'Antiquité gréco-romaine était... ils n'avaient pas beaucoup de psychiatres à l'époque, et ils vivaient dans un monde dans lequel la réalité et le rêve peut-être n'étaient pas aussi distingués que nous le faisons aujourd'hui. Il y avait de toute façon les dieux qui pouvaient intervenir et qui donnaient des messages. Donc alors, si on avait un problème, si on était malade, on allait dans le temple, et là, vous aviez un prêtre qui s'occupait de vous, qui dormait peut-être à côté de vous, et là, vous aviez des rêves qui apparaissaient, des rêves qui donnaient des renseignements sur une guérison possible, quel médicament prendre, quel traitement mettre en place. Et ça, c'était le médecin, le disciple d'Esculape, qui pouvait, en quelque sorte, donner une prescription. Et dans le temple, il y avait aussi plein de gens qui s'occupaient de vous, des masseurs, et des gens qui vous prescrivaient un régime, qui préparaient des potions en rapport avec les rêves que vous aviez pris, et qui vous donnaient aussi des idées par rapport à l'avenir. Et alors, sont venues les religions du livre, et dans lequel, des rêves sont donnés, et le statut de ces rêves est pas toujours facile à saisir. Si on prend un rêve que j'aime bien, c'est le rêve de Jacob, qui est en fuite devant son frère Ésaü. Je ne sais pas pourquoi marqué Emmaüs. Ésaü. Et Ésaü a été trompé éhontément à 2 reprises avec l'histoire des lentilles et l'histoire de la bénédiction du papa. Et donc il est très fâché, et il fuit les troupes le clan de son frère. Ésaü le poursuit, et là il fait un rêve, et ce fameux rêve dans lequel il voit une échelle et des anges qui montent et qui descendent. On peut se poser la question, quel est le statut de ce rêve? Pourquoi est-ce qu'il a fait ce rêve? Et en réalité, c'est un rêve symbolique qui le renforce dans sa... il est désespéré, et il dit, mais tu vois, le ciel existe,
il y a bien quelque chose qui peut... la réalité n'est pas celle que tu vois, il y a une autre réalité auquel il cherche à avoir accès, qui communique avec lui, qu'on retrouve ensuite dans l'autre rêve quand il combat avec l'ange. Alors c'est aussi un petit peu la même chose que l'histoire de Kafka, quand Kafka raconte que dans la Métamorphose, le jeune Samson s'est réveillé là en étant une vermine. Là, c'est pas une vermine, c'est qu'il a la hanche cassée. C'est comme s'il y avait l'idée qu'il y a des effets dans un rêve, des effets sur le corps, sur la réalité. Et donc, c'est à partir de là, quand même, que, si mes souvenirs sont bons, Jacob s'est appelé Israël. C'est ce moment-là où il a accédé, alors les théologiens le diront mieux que moi, à une dimension différente. Alors, si on prend... dans les religions du livre, mais peut-être au fond, on peut interpréter ces rêves de 3 façons différentes. Donc on peut l'interpréter selon l'expression de la volonté divine. On peut aussi l'interpréter sur un plan personnel, s'identifier à chacun des personnages, mais aussi il y a le plan de la construction du texte, c'est-à-dire que le texte de la Bible s'élabore de siècle en siècle, et comment est-ce qu'il progresse, comment il s'auto-construit, et dans cette autoconstruction, l'autorité d'une nouvelle narration, souvent induite par un rêve, est soutenue par ce qui précède. On dit, ça avait été écrit, et par exemple, si on prend le rêve de Joseph, qui voit en songe un ange qui lui dit d'aller en Égypte, le texte de Matthieu indique que c'est comme ça que quand il revient d'Égypte aussi, c'est mon fils revient d'Égypte. Je crois que c'était ça la parole, et ça confirme l'écriture. S'il est allé en Égypte, c'est parce qu'il y avait une parole biblique qui disait que mon fils revient d'Égypte. Et puis le massacre des innocents, des enfants, c'était Sarah pleure ses enfants. C'est pour le rêve, et les actes sont là pour justifier un écrit. C'est intéressant de voir comment on passe de l'image, de l'action à quelque chose d'une confirmation de ce qui est écrit. Et je crois qu'on arrive peu à peu. Eh bien, avance encore un petit bout, puis on fera une petite synthèse et on passera la parole au public. De toute façon, je sais que ta science est infinie. Il faudrait plusieurs conférences. Tu peux rester plusieurs heures, mais en plusieurs sessions peut-être. Oui. Avant de venir ici, la nuit passée, j'ai fait un rêve. Alors, c'était amusant parce que, voilà, j'étais à votre place dans le public. Et puis, il y avait du monde, et j'écoutais une conférencière. Elle était brillante. Bon, elle était entre une hôtesse de l'air et la professeure de gymnase. C'est un peu le genre. Et puis, voilà, j'étais assis juste là-bas, et elle s'approchait, elle nous interrogeait, elle approchait comme ça des uns et des autres, et elle s'approchait de moi, et moi j'avais juste vu, comme ici il y a une place de libre, je me disais, mais je vais pouvoir me coucher là, je vais pouvoir dormir. Et en fait, ce qui était annoncé de cette conférence dans mon rêve, c'était que cette conférencière allait parler toute la nuit. Et donc, alors, je m'étais installé pour l'écouter, et je m'étais endormi, et au petit matin, quand même, là, j'étais au milieu, la place avait changé, j'étais au milieu de la salle, et puis, je me suis réveillé. Bon, il n'y avait plus que 5 ou 6 personnes qui écoutaient, mais
On pourrait faire ça comme ça, on pourrait faire ça toute la nuit. C'était donc un rêve prémonitoire. Oui, oui. Bon, une autre partie du rêve était pas mal aussi, c'était que j'explorais des paysages inconnus. Et j'espère quand même vous faire explorer quelques paysages que je peux pas entièrement vous décrire, et que c'est des personnages qui me fascinent, enfin des paysages qui me fascinent, et qui m'ont fasciné en préparant cet exposé. Mais c'est vrai qu'il existe de nombreux paysages encore. Tu veux que je continue encore un petit peu? Alors, je sais que tu peux continuer jusqu'à l'aube, Voilà. avec l'hôtesse de l'air, là, ouais. Mais c'est bon. Peut-être tu nous donnes encore un ou deux messages, et puis après, on discute. Voilà, peut-être que... on va laisser la démonologie dans les rêves, les incubes et les succubes, les 800 ans de répression de l'activité onirique et sexuelle. Ça, c'est très intéressant, ça. Non, on va pas entrer dans ce genre d'histoire. C'est pas censuré par ChatGPT. Hein. Oui, oui, oui. ChatGPT a quand même pas mal filtré l'image. Hein. Non, mais ça vous intéresse de savoir pourquoi le sperme du diable est froid? Oui. Bon, c'est une histoire un peu triste parce que quand même, la science médicale s'est occupée, après le XIIIe siècle, XIVe siècle, de savoir comment est-ce qu'on pouvait savoir si une femme avait fait l'amour avec le diable. Et ça a donné lieu à... c'est très doctement écrit dans des comptes rendus de l'Inquisition, des doctes travaux de la Sorbonne, et l'interrogation qui a conduit, alors moi je trouve ça épouvantable, comment la science peut amener à des horreurs, enfin la science entre guillemets, eh bien des dizaines de milliers de femmes principalement, mais des hommes aussi, ont perdu la vie, ont été brûlés comme sorciers avec des histoires pareilles. Mais alors, je décris le processus, mais qu'on retrouve aussi dans d'autres civilisations, dans d'autres cultures, mais qui sont interprétées de façon un peu différente. Et vous verrez que c'est lié à ce qu'on appelle, ce que j'avais indiqué comme la période hypnagogique. Pendant qu'on est dans ce moment entre veille et sommeil, il y a plein de phénomènes. On peut avoir la paralysie du sommeil, comme je vous ai indiqué. On peut avoir aussi le sentiment d'une présence et d'une entité ou d'une personne en se réveillant. On peut aussi avoir la possibilité de sortir de son corps. C'est le moment psychédélique. On passe pas assez de temps. Il y a une bonne promotion pour les drogues psychédéliques, alors que tous les jours, on peut vivre une phase psychédélique, soit en s'endormant, soit en se réveillant. Prenons son temps. Mais souvent, comme on n'a pas le temps, il faut dormir de façon compacte, eh bien, on saute cette phase. Alors, pour revenir à l'histoire, pourquoi le sperme du diable est froid d'après la Sorbonne? Eh bien, c'est une histoire on pourrait dire, des lits mouillés. Les jeunes gens, les jeunes garçons, ils peuvent rêver qu'une femme magnifique s'approche d'eux et qu'ils ont, à ce moment-là, ils arrivent au plaisir, ce qui mouille les draps, ce qui mouille leur pyjama, et ce qui mouille le corps. Et alors, au XIIIe siècle, l'Inquisition pensait que le diable se présentait à ces jeunes gens sous forme de succubes. C'était ces femmes qui faisaient l'amour avec le jeune homme. En fait, c'était le diable qui s'était transformé en une femme et qui prenait le sperme des jeunes gens et qui ensuite, le diable voyageant dans l'espace intersidéral qui est froid, ce sperme devenait froid et
il y avait une pauvre jeune fille qui était là, qui rêvait aussi, qui avait un lit mouillé, qui avait aussi dans l'excitation, qui voyait un amant idéal. Voilà, dans les phénomènes hypnagogiques, s'unir à elle et ensuite elle allait soi-disant tomber enceinte, enfin, elle pouvait tomber enceinte, comment enceinte du diable, et que ça donnerait naissance au démon qui empoisonnait la vie sur terre. Et c'était les sorcières étaient interrogées sur cette question, souvent avec la torture, pour leur faire avouer que la relation sexuelle qu'elles avaient eue, peut-être que c'était un amant tout à fait réel, est-ce que ce sperme était froid? Et si elles avouaient que le sperme était froid, eh bien, ça les condamnait en tant que sorcières. Et c'est intéressant de voir comment, c'est terrible, de voir comment un phénomène hypnagogique, quelque chose de tout à fait physiologique, aboutit à quelque chose à des condamnations de la part d'autorités qui veulent asservir nos esprits. Et c'est une histoire comme ça qui a fait que pendant 800 ans, il y a eu un discrédit de l'activité onirique, parce qu'on considérait que l'activité onirique, c'était les mages de l'Antiquité, alors qu'il y avait une telle richesse dans l'Antiquité. Le dialogue entre le rêve et la veille, on essayait de prévoir l'avenir, on essayait de guérir, et tout ça, au XIIIe siècle, ça s'est effondré sous le régime totalitaire de l'Inquisition, et que ça a duré longtemps. Il a fallu attendre le siècle passé pour que les rêves, la sexualité soient réintégrés dans un monde qu'on pouvait étudier, dans un monde scientifique. Écoute, ça c'est un magnifique mot de conclusion et d'ouverture à la discussion. Le retour du rêve en médecine. Et j'aimerais qu'on t'applaudisse très très fort parce que tu nous as promenés dans des univers. L'espace intersidéral, j'espère. Qui est un peu plus chaud que l'espace intersidéral. Il faut peut-être changer de slide pour la suite. S'il y a des mineurs qui regardent le film après. Ok, donc ton exposé s'inscrit parfaitement quand même dans le cycle sur la conscience, parce que, comme tu nous l'as rappelé ce soir, dans le fond, la conscience, on ne sait pas ce que c'est. Ni en neurosciences, ni en psychanalyse, ni dans le fond, ça reste quand même une galaxie qui reste à explorer. Or, avec les psychédéliques, on peut induire une conscience modifiée par des substances naturelles ou moins naturelles. Et avec le rêve, tu nous rappelles qu'on a des états psychédéliques chaque nuit, et que cette hypnagogie, finalement, ça va introduire aussi la conférence qu'on aura sur l'hypnose en avril. Mais moi, j'ai bien aimé le voyage la nuit où on fait causette avec les défunts. Parce qu'en mars, on aura une collègue qui vient nous parler de la médiumnité. Donc, j'ai l'impression que le rêve est une espèce de carrefour vivant pour tous ces sujets qui tournent autour de la conscience modifiée, et que c'est une véritable transversale, bio, psycho, socio, culturelle et spirituelle, je suis pas sûr, parce que là, en théologie, tu es un petit peu moins costaud quand même, ou bien? Alors, réponds-nous. On peut parler de ce qui est intéressant par rapport à la spiritualité, mais je reviendrai à ce que tu dis, on m'entend ici, c'est que le mot spiritualité, c'est un mot tiroir. Si on demande aux uns et aux autres qu'est-ce que c'est que le rêve, tout le monde peut répondre je sais ce que c'est que le rêve. Vous avez une approbation, les gens hochent la tête et disent bon, on sait ce que c'est. Par contre, spiritualité, personne ne sait exactement, tout le monde n'est pas d'accord. Les uns pensent ceci et les autres
pense cela. Donc il y a des définitions très différentes de la spiritualité. Bon, si tu prends les histoires de substances psychédéliques, ce qui est intéressant, c'est que quand tu prends une substance psychédélique, c'est vraiment un état modifié de conscience, puisque la conscience est modifiée par une substance. Tandis que dans le rêve, on ne peut pas parler d'état modifié de conscience, puisque ça n'a pas été modifié. C'est des états naturels. C'est des choses que notre conscience, c'est des niveaux de conscience. On passe par différents états de niveau de conscience qu'on a vu dans le rêve, dans différentes phases. Les sages considèrent que ce serait bien d'habiter le sommeil lent, de pouvoir garder une forme de conscience dans ce sommeil lent et de méditer dans cette phase de sommeil lent. Mais on peut habiter les différentes les phases de rêve, par exemple en devenant lucide de son rêve. On peut aussi habiter les moments hypnagogiques. Alors la grande différence peut-être avec les substances psychédéliques, c'est que quand on prend une substance psychédélique, on est, en quelque sorte, c'est notre perception, c'est nos sensations qui sont modifiées. Tandis que dans les états de sommeil, de rêve, les états hypnagogiques, c'est quelque chose... On vit dans l'autoperception, c'est la direction de notre conscience qui se dirige vers l'intérieur et pas vers l'extérieur. Donc, c'est deux choses qui sont en partie différentes. Mais il faut savoir que Milton Erickson, le patron de l'hypnose, puisque vous allez parler de l'hypnose en avril, eh bien, il disait qu'on apprend tout de l'hypnose dans l'état hypnagogique, dans cet état entre veille et sommeil, parce qu'il y a tous ces phénomènes qui nous permettent d'être à la fois dans le rêve et à la fois répondre aux suggestions du monde extérieur et de l'hypnothérapeute. Mais si on t'écoute bien, ce sera ma dernière question, parce que le public est sans doute pressé de t'interroger. Dans le fond, si on t'entend bien, c'est un état de conscience naturel dans un cycle jour-nuit ou qui nous vient du fond des âges. De la nuit. De la nuit, et voilà. Mais dans le fond, pour toi, et ça c'est une question qu'on a un peu discutée dans la préparation, dans le fond, le monde du rêve est une production interne du cerveau et de la psyché humaine et des individus, même si il y a du matériel qui peut venir de l'inconscient collectif, de la culture, des croyances et de la civilisation. Et ça reste quand même une production personnelle. Qu'est-ce qu'on va chercher à l'extérieur? Est-ce qu'il y a un monde des rêves où on va puiser des substances, des contenus, l'inconscient collectif? Est-ce qu'il y a... Tu vois, les médiums, ils vont chercher où les morts, là? On va en parler en mars. Puis comment je sais que tu n'es pas très mystique, mais moi j'aime bien l'idée que peut-être qu'avec les rêves, on touche à un monde plus grand. Qu'en penses-tu? Alors, c'est difficile à dire comme ça, parce que, en fait, finalement, ce qu'on pourrait dire, c'est que tout dépend du statut. On est des encéphalocentriques. Il y avait la doctoresse Ruth, qui parlait dans la sexologie, qui disait, le docteur Ruth, qui disait à l'époque, qui écrivait dans les journaux, moi je suis aussi un peu sexologue, qui disait l'essentiel, votre organe sexuel principal, c'était ce qu'il y a entre vos deux oreilles. Et on se demande à quoi sert le reste, alors à ce moment-là, les deux oreilles. Et alors, par rapport à nous-mêmes aussi,
l'essentiel de nous-mêmes ne se situe pas nécessairement entre nos deux oreilles. J'entends l'essentiel de mon ordinateur. Bon, là, maintenant, il y a des images intérieures, mais il peut être sur le web, il peut être sur le cloud, et puis il y a des tas de choses il peut être en rapport avec plein de choses. J'aime bien cette image avec ChatGPT aussi, qui est la première entité non humaine à répondre à nos questions. Bon, il ne faut pas non plus exagérer cette comparaison, mais en tout cas, il y a quelque chose, je pense qu'on ne peut pas se limiter simplement au phénomène neurophysiologique. On peut dire que peut-être il y a une communication, et c'est les néoplatoniciens qui pensaient la chose. Tu as le mythe de la caverne de Platon. Voilà, il y a quelque chose qui peut se passer. Si vous voulez, si tu veux, peut-être que, et c'était la querelle de Jean Blic et de Porphyre. Porphyre pensait qu'on arrivait à la spiritualité uniquement par la conscience, par le travail de la raison, de l'intellect, de la morale aussi. Et il y avait comme quelqu'un comme Jean Blic qui disait, mais non, c'est dans le sommeil lui-même, quand la raison s'endort, qu'on peut avoir des messages de la divinité, des messages spirituels. Voilà, c'est un peu... D'accord. Alors, à ce stade, je regarde si j'ai quelqu'un qui peut faire passer... Oui, c'est bon. Alors, la parole est à vous, public. Vous pouvez maintenant poser des questions à notre orateur. On a une demi-heure pour discuter tous ensemble. Là. Allô. C'est une question peut-être plus pour faire un lien plus pragmatique avec l'approche de la spiritualité et du rêve. Si on prend par exemple les hindouistes, ils ont le yoga du rêve. Et dans le yoga du rêve, par exemple, certains accèdent à l'illumination. Il est dit qu'on accède à l'illumination si on se voit enfant ou dans un miroir. C'est une croyance peut-être. Du moins, il y a cette idée d'exploration de qui je suis, comme dans l'Advaita Vedanta. Et on dirait que je me perds un peu. Mais l'idée d'explorer le qui je suis via le rêve et d'en faire une approche plus pragmatique, comme vous disiez avec votre patiente par exemple, qui a eu ce rêve qui a été libérateur ou qui lui a permis de résoudre quelque chose dans sa problématique personnelle, dans l'exploration de qui elle est, et de faire le lien de justement la résolution de problèmes via le rêve. Oui, alors c'est vrai qu'on pourrait parler du rêve dans le sous-continent indien. Je crois que l'idée dans le sous-continent indien, par exemple dans le tantra, l'idée des tantrikas, mais dans le monde sous-continent, le monde indien, l'idée c'est les vies antérieures. Il me semble que c'est ça, je connais peu de choses, mais c'est le miroir, c'est ça qu'on veut savoir. Est-ce que les rêves permettent d'avoir accès aux vies antérieures? Bon, ça c'est la question que se pose, qu'essayent de résoudre par exemple les moines tantriques. Et dans leur rituel, c'est d'ailleurs très intéressant parce que on parle du tantra comme une histoire essentiellement de relations sexuelles, mais c'est un épanouissement sexuel, c'est ça qu'on voudrait en Occident. Mais en fait, dans ce que j'ai appris, c'est que dans un rituel tantrique, l'idée, c'est de pouvoir, après le plaisir, de pouvoir, avec un certain rituel, avoir une image des vies antérieures. Et à chaque vie antérieure, apparaissent en rêve des démons. Et il faut pouvoir dire dans le rêve, peut-être avoir cette lucidité, cette force de pouvoir dire à la démon, je n'ai pas peur, et c'est à ce moment-là que la vie antérieure peut nous apparaître.
une vie intérieure peut nous apparaître. Et il y a comme ça plusieurs vies qui peuvent... C'est cette idée-là. La résolution de votre patiente, par exemple, via ce rêve, quel rôle ça joue de, par exemple, vaincre un monstre en rêve ou toute la symbolique qui en découle et se sentir bien au réveil dans l'exploration d'une facette de soi qu'on n'a pas perçue et qui finalement vient s'incarner dans notre réalité quotidienne. Oui, la question, c'est de pouvoir dire, peut-être dans une forme de lucidité acquise, prendre un peu la commande dans son rêve, savoir qu'on est dans l'illusion et qu'on n'est pas non plus. Et cette conquête peut avoir l'importance aussi dans la vie réveillée, c'est de ne pas être victime de l'illusion du monde et de pouvoir revenir à soi pour pouvoir dire je n'ai pas peur. Ce n'est qu'illusion, ce n'est que la peur est vraiment une des choses qui nous impacte le plus. Si je vois mes patients qui sont dans l'angoisse, c'est étonnant cette histoire d'angoisse, parce que c'est quelque chose qu'on se représente. C'est nous qui formons nos angoisses. Si j'ai peur d'une araignée, l'araignée n'est pas là, elle ne présente aucun danger. Pourquoi j'ai peur? Ça, c'est une question qui est très importante. Et c'est toujours une affaire d'une illusion, en quelque sorte. Et le pouvoir dire dans un rêve « je n'ai pas peur », c'est pouvoir acquérir par rapport aux choses qu'on se représente, parce qu'on ne souffre pas des choses elles-mêmes, on souffre de la façon dont on les voit, pouvoir dire vis-à-vis de certaines choses, comme ça, je n'ai pas peur. Ça, c'est une des conquêtes, une forme de lucidité dans les rêves, mais aussi acquise alors dans des rituels du sous-continent indien. C'est comme ça que je les comprends, je ne suis pas un spécialiste. C'est lutter contre l'illusion. Merci. Question suivante. Tu nous as pas parlé des cauchemars. Je fais un petit, dans le fond, parce que le rêve peut faire peur en soi. Oui. Alors, comment est-ce qu'on peut aborder, par exemple, les cauchemars C'était justement ma question. Pardon. Oui. C'était justement ma question. Oui, on y va. Quand une personne fait des rêves prémonitoires et que dans la journée, ces rêves se réalisent, mais à chaque fois, elle est juste surprise en se disant « Ah, tiens, c'est amusant, j'ai rêvé de ça ». Et ça se produit. Donc, ça ne va pas changer son quotidien. Mais quand c'est un cauchemar et qu'elle se réveille de son cauchemar, ça va changer son quotidien. Parce que tout d'un coup, elle se dit, mais puisque je fais des rêves prémonitoires, est-ce que mon cauchemar va se réaliser? Donc là, il y a une incidence. Donc comment est-ce qu'on fait? On reste dans la panique ou bien on se dit juste, oh, c'est une illusion, c'est juste un cauchemar? Oui. On peut voir, vous mettez deux choses ensemble. C'est la fonction du cauchemar dans nos existences, qu'on pourrait dire, et l'histoire du rêve prémonitoire. Alors, si on prend la fonction du cauchemar, des cauchemars, des rêves d'angoisse dans notre existence, eh bien, on peut l'aborder de deux façons. C'est-à-dire, vis-à-vis des choses du monde, qu'est-ce qui nous apprend le plus de nous-mêmes? On peut être dans un sentiment de plaisir, d'un rêve agréable et qui nous fait plaisir, et on a une expansion de nous-mêmes, on vit une expansion de son monde intérieur, c'est la joie, c'est le plaisir, et on peut avoir à l'inverse la peur, le cauchemar, les choses qu'on vit soit en rêve, soit dans la réalité, qui est une contraction de nous-mêmes. Et la question, c'est de savoir à quel moment on apprend le plus de choses. Est-ce que c'est quand on est heureux, quand les choses se passent bien, ou bien si on est confronté à des difficultés, à quelque chose qui se passe mal.
Et certainement qu'on peut apprendre beaucoup des cauchemars qu'on a ou des rêves d'angoisse qu'on a dans le rêve. Par ailleurs, les études actuellement montrent que les cauchemars, les mauvais rêves ont une fonction également. Et que cette fonction, c'est de pouvoir préparer notre monde émotionnel à la vie, à l'éveil, à la vie de réveiller. Et notamment, si il y a plein de choses angoissantes qui peuvent arriver pendant la veille, des combats, des rivalités, des conflits, eh bien, si on a fait un rêve ou des rêves plutôt pénibles, des cauchemars, avant ce combat, avant ce conflit, cette confrontation avec le chef, avec les juges, on peut imaginer plein de situations. Si avant j'ai fait un cauchemar, eh bien, mon cerveau, mon amygdale temporale, c'est comme ça que les neurophysiologiques, elle est fatiguée. Et je ne vais pas, si j'ai ce cauchemar va me permettre, vis-à-vis des gens avec qui je suis en conflit, de ne pas exploser comme je l'aurais fait si j'étais en pleine possession de toute mon énergie. Les cauchemars, les mauvais rêves fatiguent, nous fatiguent émotionnellement, ce qui permet d'avoir une meilleure prise sur nos émotions qui pourraient nous envahir pendant la journée. Mais à ce sujet, il y a aussi, et ça c'est un élément de réponse à votre question, une dernière étude qui vient de paraître au HUG, dans laquelle on a comparé des rêveurs d'Afrique, des chasseurs-cueilleurs de Tanzanie et du Congo démocratique. On a comparé leurs rêves à des rêves de patients, enfin c'était des cauchemars ou des mauvais rêves, à des cauchemars qui sont arrivés à une population européenne et canadienne. Et c'était intéressant de savoir quelle était la différence. Eh bien, du côté des chasseurs-cueilleurs, la solidarité familiale et du clan faisait que si je rêvais que je tombais dans un puits, que j'étais dans l'angoisse parce que j'étais tombé dans un puits, eh bien, la plupart de ces gens rêvaient de quelqu'un qui venait les sauver, quelqu'un de la tribu venait les sortir du puits. Ou bien s'ils étaient blessés par un animal sauvage, on venait les soigner. Et la grande différence, c'est que les populations européennes, elles, vivaient, dans cette étude qui vient de paraître, vivaient le mauvais rêve, mais sans recours. Il y avait juste être écrasé par une voiture, être poursuivi, tous ces rêves ces rêves pénibles que l'on peut faire. Alors, la fonction de désactiver l'amygdale temporale responsable d'une explosion émotionnelle, elle existe tout le temps, mais c'est quand même bien dommage. On manque de solidarité, c'est pour ça que j'aimais bien le groupe sur le rêve, enfin les pionniers. On devrait pouvoir faire des groupes de rêves pour parler de nos rêves, pour trouver des solidarités qui pourraient peut-être nous aider dans ces rêves pénibles. Mais pour revenir à la question des rêves prémonitoires, il faudrait le rapprocher. Donc, je ne connais pas la réponse finale. Il faudrait le rapprocher des expériences de déjà-vu. C'est étonnant comment on peut vivre quelque chose. Est-ce que j'ai une impression de déjà-vu? Je l'ai déjà vu quelque part? Est-ce que je vis une expérience ici que j'ai déjà vécue? Ça arrive à chacun d'entre nous, à un moment donné, d'avoir le sentiment d'avoir déjà vécu la chose qu'ils sont en train de voir. Et c'est
pas simple de pouvoir expliquer ce qui se passe. Et je pense que la question que vous posez est une question très intéressante, parce que je pense qu'il y a de multiples mécanismes qui font qu'on est en quelque sorte comme prévenu des choses. On a une préscience, parce que le monde est organisé de telle façon que on peut, dans le rêve, avoir des incitations vis-à-vis de ce que l'on ressent à l'intérieur de soi, parce qu'on ressent beaucoup plus de choses à l'intérieur de soi que ce que notre conscience peut capter. Et c'est vrai qu'un rêve prémonitoire nous amène... Aristote avait aussi envisagé la chose. Il disait que on n'a pas tous la même sensibilité au monde. Et pour expliquer les rêves prémonitoires, il disait que des personnes très sensibles examinaient un nombre impressionnant, de façon inconsciente, un nombre impressionnant de données, et qu'ils avaient comme ça la possibilité de prévoir ce qui allait se passer, vu leur grande sensibilité. Voilà peut-être une explication qui vient d'Aristote, du philosophe. Donc le rêve prémonitoire, quelque part entre le déjà-vu et l'intuition, mais avec un mystère sur la rupture spatio-temporelle. Oui. Je ne sais pas si la personne qui a posé la question a eu sa réponse. Elle a eu sa réponse. Alors, il y a de la place pour une nouvelle personne. Oui, bonsoir. Donc, si vous me permettez, j'aurais souhaité vous poser 2 petites questions. La première serait de savoir si on n'a aucun souvenir de rêve, est-ce que ça signifie que l'on ne rêve pas? Et si on rêve systématiquement, quelle est l'utilité du rêve? Alors, rêver ou ne pas rêver, ça c'est la question aussi. Et une chose intéressante, parce que même les gens qui ne rêvent pas savent que c'est le rêve. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dise je ne sais pas ce que c'est un rêve. La personne dit je ne rêve pas. Comment est-ce qu'elle sait qu'elle ne rêve pas si elle ne savait pas ce que c'était le rêve, en quelque sorte? Alors, ensuite, c'est vrai que il y a quelque chose qui appartient dans le rêve à l'écologie du sommeil, et puis il y a quelque chose qui appartient dans le rêve à l'écologie de l'esprit, si on pourrait parler. Et que, au fur et à mesure que de l'évolution, de l'ontologie, de nos propres développements, on passe d'une écologie du sommeil à une écologie de l'esprit. On peut parler d'imagination, on peut parler de choses relationnelles. D'ailleurs, c'est vrai que c'est étonnant comment le monde relationnel existe dans nos rêves. Et c'était Alan Hobson, qui était un neurophysiologiste, qui a montré que la théorie de l'esprit était active dès le début dans le rêve. On est des animaux sociaux. Mais justement, on peut très bien, à un moment donné, dire ces rêves, je n'en veux pas. Et on peut très bien avoir cette faculté de pouvoir, et souvent on a oublié ce moment où on s'est dit à soi-même, je ne veux pas de rêve. Bon, beaucoup d'enfants, quand on leur fait la prière le soir, on leur dit donne une bonne nuit à mon cher garçon, qu'il fasse des beaux rêves, qu'il accomplisse la destinée que tu as prévue pour eux, par exemple, une prière chrétienne. Eh bien, beaucoup d'enfants disent déjà, les rêves, j'en veux pas. Pas de rêve. Et j'ai beaucoup de patients qui me disent je veux pas de rêve. Je dors beaucoup mieux quand j'ai pas de rêve. Et c'est intéressant d'avoir cette histoire dans laquelle on a une faculté
à l'intérieur de soi. On peut le voir, il n'y a pas seulement l'histoire du rêve, mais qu'on l'examine, quelque chose à l'intérieur de nous examine et dit « je ne veux pas. Je ne veux pas que ça existe. J'efface cette faculté. » Bon, on sait qu'il y a quelque chose en nous qui sait que cela a été effacé. C'est pour ça qu'une telle personne ne va jamais dire « mais je ne sais pas ce que c'est que le rêve. Je ne rêve pas, mais je sais ce que c'est le rêve. Mais je n'en veux pas. » Alors, c'est pour une partie des gens qui disent qu'ils ne rêvent pas. Une autre partie, parce que le rêve, le sommeil paradoxal, et ça c'est une des choses que je trouve les plus passionnantes, les premiers signes de rêve, de sommeil paradoxal, on appelle ça, on a un autre nom, on appelle ça le sommeil sismique. Ça apparaît à 24 semaines de grossesse. On peut déjà voir les tout petits dans le ventre, on voit qu'ils ont déjà des mouvements des yeux. Et ce qui est très curieux, c'est que, au fond, ce qui aboutit chez nous à cette histoire de rêve, qu'on rêve ou qu'on ne rêve pas, eh bien, c'est parti déjà à 24 semaines, mais peut-être déjà avant. Et on pense que la fonction du rêve à ce moment-là, c'est la fabrication d'un être humain. C'est le moment où ce rêve permet à nos nerfs de se connecter dans notre corps, de répondre au monde extérieur, de s'harmoniser. C'est ce qui fait qu'on devient progressivement, puis la conception, jusqu'à, en tout cas, nos 25 ans, même plus tard, qu'on devient des êtres humains accomplis. Les papillons ont aussi tout un système, mais vraisemblablement ils rêvent également. On a l'impression maintenant que, dans ce que j'ai lu, tous les êtres vivants, il y a même les pieuvres qui rêvent. On a montré que, je sais pas, elles sont bien éloignées de nous, mais tout à coup, quelqu'un qui a adopté une pieuvre, un scientifique qui a adopté une pieuvre pour la mettre dans son salon, s'est aperçu que quand elle était en sommeil lent, elle était toute grise, et que là, bon, visiblement, elle ne voulait pas être vue. Puis tout à coup, il y a une explosion de couleurs. Sa peau qui peut s'adapter, vous savez, au monde environnant. Ben voilà, elle montre sur sa peau qu'elle traverse des environnements différents, qu'elle est excitée, qu'elle a faim, on voit tout son monde intérieur à elle qui apparaît comme ça sur sa peau, parce que et pourtant c'est loin un mollusque de l'être humain. Et donc il y a une fonction du rêve qui dépasse la fonction sociale, ce monde qui a été créé, qui s'est créé. Donc, le fait qu'on raconte nos rêves aux autres et que ça nous fait rêver, parce que si je raconte un rêve, je fais rêver l'autre. Et en fait, on partage les rêves. On commence à faire une culture du rêve. Ça, c'est notre destin d'être humain. Mais le destin du papillon, par exemple, c'est d'être papillon. C'est un autre monde, c'est un autre univers. On cherche on pense, là, je vais dire prophète, je vais parler un petit peu comme ça, avec enthousiasme des choses. Mais on vit sur les univers parallèles. Il suffit de regarder le ver de terre. Il suffit de regarder l'escargot. Il suffit de regarder son chat, il suffit de regarder son chien, regarder les poissons. C'est tous des univers parallèles. Et si on prend Chuang Tzu, le fameux rêve du papillon, l'histoire du papillon. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Chuang Tzu et du rêve du papillon. Chuang Tzu était un sage qui vivait, je crois, 300 ans avant Jésus-Christ ou quelque chose comme ça. Et il raconte dans son livre qu'il appelle La transformation des choses, il dit, voilà,
je suis un papillon, je suis léger, je vole de fleur en fleur, je suis déplacé par le vent, je vis quelque chose de la lumière, je vis quelque chose des parfums, je vis quelque chose des couleurs, et voilà, je me réveille et je suis Chuang-Tzu, le philosophe lourd, il dit lourd, massif, léger, massif. Et c'est intéressant parce que, alors à ce moment-là, bon, c'est cette question qui parcourt l'histoire et que vous avez certainement entendu. Il pose la question, est-ce que je suis Chuang-Tzu, le philosophe qui rêve qu'il est papillon, ou bien est-ce que je suis le papillon qui rêve qu'il est philosophe, qu'il est Chuang-Tzu? Mais bon, je trouve la question en effet intéressante. Mais ce qui est fantastique dans cette histoire, c'est cette capacité de la conscience de pouvoir, le cas échéant, entrer un peu dans le monde, cet univers parallèle du papillon. On n'ira jamais complètement, mais c'est quand même fantastique d'être un être humain et de pouvoir entrer, de pouvoir se représenter l'univers des autres, de pouvoir... je suis très content que Jacques puisse se représenter mon propre univers, un petit peu, voilà. Et je suis très content qu'on puisse... enfin, cette fonction qu'on appelle la théorie de l'esprit permet d'entrer dans des univers différents. Chacun d'entre nous, on est un univers différent pour l'autre. Et de penser que l'autre pense, non seulement il pense, mais il pense encore à quelqu'un d'autre, qui pense à quelqu'un d'autre, qui pense à quelqu'un d'autre. Et alors, Chuang-Tzu, certainement, est-ce que c'est une illusion ou bien est-ce que c'est quelque chose de réel? Il entre dans l'univers du papillon. Je pense qu'il a dû regarder des heures les papillons voler pour pouvoir avoir un rêve de papillon. Merci. J'aime cette idée que les rêves sont des univers. Pardon ? Les rêves sont des univers. La conscience est faite d'univers parallèles, la veille, le sommeil, le rêve paradoxal, l'imagination, l'intuition. Enfin, tu nous fais rêver, c'est vrai. Il y a une question là-haut? Il y a une question là. Oui, on y va. Je suis devant vous. J'ai une question peut-être à vous deux. Enfin, là, devant. Pardon. Vous avez parlé rapidement de la lune, de l'effet jour et nuit. Et je pense que c'est vrai que la spiritualité est un mot tiroir, on n'a pas personne ne sait ce que c'est, mais je pense que personne qui croit ou qui connaît le rêve ne peut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose de plus grand que nous, puisqu'on vit toutes les nuits quelque chose qu'on ne comprend pas, ou on est soit un héros, soit on a un ange qui nous aide. Comment vous expliquez justement, ou pas, que les gens soient si... trouvent ça tellement tabou de parler de spiritualité, alors qu'en fait, il y a quand même beaucoup de signes chaque nuit. Oui, alors, je pense que... Qu'est-ce que ce serait être prophète? Puisqu'il faut qu'on soit prophète, au fond. Et moi, je réfléchissais à cela, je me disais, mais être prophète, c'est déjà reconnaître les différentes dimensions de l'existence et qu'on vit dans un même... on vit avec les mêmes dimensions et pouvoir avoir le monde le plus large possible de ces dimensions qu'on partage. Mais être prophète, c'est aussi pouvoir dire, vis-à-vis de ce qu'on connaît des choses scientifiques, que, par exemple, la vie est beaucoup plus que les règles et les lois que l'on découvre de la vie. Oui.
Il y a beaucoup plus d'inconnus. Être prophète, c'est aussi pouvoir dire que l'amour, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste que les règles qu'on découvre dans la psychologie sur ce qu'on appelle l'amour. La vie est plus vaste que les règles de la vie. L'amour est plus vaste que les règles. La sexualité, c'est aussi beaucoup plus vaste. Petit sexologue en moi. Et il s'aperçoit que la sexualité, l'expérience, les choses qu'on vit sont bien plus vastes que la théorie, les règles que les sexologues peuvent établir. C'est vrai que on pourrait dire, même la spiritualité, c'est pour ça que j'hésite à faire des règles sur la spiritualité, parce que la spiritualité est certainement beaucoup plus vaste que toutes les théories que je peux tenir sur la spiritualité. Et ça, c'est une des choses que je trouve triste de notre monde, c'est que on pense que, en connaissant les règles des choses, on va pouvoir les maîtriser. C'est ça qui va nous donner le bonheur. En réalité, je crois qu'il faut se rendre compte que nous sommes des structures pas bipolaires, mais on pourrait dire Plus nuancées. des bulles dans lesquelles un pôle est toujours n'est pas dans notre cerveau, mais il est ailleurs. Il est chez les autres. Il est. C'est peut-être ça que le prophète pourrait. Ça, c'était une présentation, un bout de présentation que j'aurais voulu faire. C'était le songe d'un homme ridicule, l'histoire du songe de Dostoïevski, un homme qui se trouve dans une forme de nihilisme et de honte vis-à-vis de lui-même, et tout est indifférent, parce que finalement, si on regarde uniquement les choses de l'angle du désenchantement du monde, tout devient indifférent. Et lui, à travers un rêve, il en sort en disant « Waouh, j'ai vu que les êtres humains pouvaient être heureux. Et qu'on pouvait être heureux sur cette terre. Il suffirait d'un seul instant. Il suffirait de se donner un petit peu de peine. Dans ce monde onirique de Dostoïevski, cette planète, l'homme primitif, où on comprenait tout sans avoir besoin de mots, c'est dans son rêve, eh bien, les êtres humains sont, ce qu'il dit, sont amoureux les uns des autres. Alors il faudrait, si on était prophète, pouvoir simplement dire « soyons amoureux les uns des autres », quelque chose comme ça. C'est bien. Mais pour revenir à la Lune, et après je vais donner le micro, la Lune, pour revenir à la Lune et le jour et la nuit, vous avez parlé... Ce sera la dernière question. Vous avez parlé aussi du taoïsme. Et une réponse courte. 9h03. L'Orient est beaucoup plus spirituel que l'Occident, ça on le sait, et eux mettent beaucoup plus d'accent sur la Lune, le cycle lunaire. Ils mettent plus d'accent sur la Lune, le cycle lunaire, le fait qu'on ne peut pas tout expliquer, comme vous dites, qu'il y a beaucoup plus d'inconnus que de connus, et il ne faut pas essayer de tout contrôler. Et je ne sais pas si... Enfin bref, peut-être que j'ai plus de questions, en fait, mais je pense que vous avez répondu à ma question avec le côté poète, Dostoïevski ou Kafka. Finalement, c'est dans leurs rêves, c'est comme ça qu'on communique entre humains. Oui, alors c'est très curieux, parce que si vous prenez la version un petit peu, le yin et le yang, cette image, la Lune, c'est quand même ce qu'il y a de jour dans la nuit. Oui. Et alors, si vous vous souvenez du rêve, parce qu'on est en principe réveillé ici, même si c'est la nuit, oui. Eh ben, la présence de la nuit dans le jour, c'est les rêves que l'on a faits. Oui. Et si on veut, c'est une des choses que j'aime bien faire avec mes patients de temps en temps, comme forme d'hypnose, c'est justement se situer entre ces deux
être l'éveil dans le sommeil et le sommeil dans l'éveil. C'est une des possibilités de l'hypnose, par exemple. Merci infiniment, Maurice. Tu nous as fait transporter des multivers. Donc, on explore la conscience avec toi et on continue le cycle. On se retrouve en mars. Là, on va rentrer dans nos foyers, rêver, dormir, discuter, repenser à ce que tu nous as dit. Merci beaucoup. Bon retour chez vous.